Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par IAS, Integral Ad Science, et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: qualité média. Le programmatique est-il compétitif ? Visibilité, fraude, brand safety, tel est le triptyque incontournable, voire indissociable, de ce qu'on appelle la qualité média. Pendant longtemps, le programmatique a été perçu comme une opportunité d'achat d'audience qui, souvent, pouvait laisser à désirer sur la qualité média proposée, notamment en raison d'une volonté d'optimisation des achats dans un objectif de performance qui pouvait mettre de côté les aspects liés à la visibilité, la fraude, la brand safety. Avec les années, la maturité de l'industrie publicitaire et 64% de part de marché sur le display, le programmatique a fait sa mue en termes de qualité média. Le concept est devenu un indicateur de performance clé pour l'ensemble des acteurs du marché et notamment les annonceurs. Avec nos invités, nous évoquerons pourquoi la qualité média est devenue clé dans les stratégies d'achat programmatique, comment on fait concrètement pour optimiser sa qualité média en programmatique, quelles sont les attentes marché et les tendances à surveiller dans le domaine de la qualité média en programmatique. Pour en discuter, Yann Leroux de Integral Ad Science, IAS, Stéphane Gillet de Condé Nast, Hervé Ribaud de Intermarché. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important puisqu'on va parler qualité média à travers le fameux triptyque que j'ai évoqué en introduction. Et pour cela, trois spécialistes ou trois acteurs qui vivent au quotidien cette prérogative, si ce n'est, on va dire, une obligation pour pouvoir réussir sa stratégie d'achat programmatique, à savoir trois spécialistes qui représentent une technologie. Nous avons un éditeur et un annonceur, et c'est assez rare pour le souligner. Je vais commencer par la technologie, c'est-à-dire toi, Yann. Bonjour Yann, bonjour. Merci de nous soutenir et d'être présent sur le plateau de The Programmatic Society. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour Michel. Ravi de te voir pour la première fois, je crois. Et pourtant, on se croise dans pas mal d'événements. Ouais. Et c'est la première fois qu'on t'accueille ici et je t'en remercie. Et bonjour à toi Hervé. Bonjour Michel. On s'est rencontrés une fois à l'occasion du lancement de la régie Infinity Advertising, puisque Intermarché que tu représentes fait également partie de ce consortium Retail Média. Et donc, puisqu'on parle de médias, on va parler de qualité média. Et première question, et on commencera par toi Yann, qu'est-ce que la qualité média pour toi et en quoi est-ce important ? Alors la qualité média, en fait, pour simplifier et résumer, il faut donc s'imaginer une publicité qui arrive dans un environnement, sur un support. Et donc finalement, la qualité média, il y a deux grands volets. Le premier, c'est ce qu'on appellerait le contact publicitaire, donc la qualité du contact publicitaire. Concrètement, est-ce que cette publicité, à ce moment-là, est visible et est-ce qu'elle est visible par un humain et pas par un logiciel ? Parce qu'en digital, il y a des logiciels qui visitent les sites et qui génèrent des expositions publicitaires, mais évidemment, elles n'ont aucune valeur. Donc premier volet, la qualité du contact avec visibilité et fraude ou trafic invalide. Et deuxièmement, le contexte, la qualité du contexte qui a un énorme impact également sur l'efficacité publicitaire. Donc dans quel environnement, qu'est-ce qui se passe autour de cette pub au moment où cette pub est diffusée dans cet environnement-là. Donc les deux volets, qualité du contexte et qualité de l'environnement, ou qualité du contexte. Ensuite, pourquoi c'est important ? En général, les annonceurs, Hervé nous donnera évidemment son point de vue, les annonceurs, ça tourne autour de trois raisons principales. La première, c'est l'efficacité, ou le retour sur investissement, c'est-à-dire que la visibilité notamment, par exemple, et le fait que ce soit visible par un humain, est en général, et avec beaucoup de logique, le premier facteur clé de succès pour que la campagne soit efficace. Je prends l'exemple inverse, une campagne pas visible n'a aucune chance de marcher. À l'inverse, toutes les études le prouvent, il y a une énorme corrélation entre la visibilité et le ROI, qu'il soit en branding ou en performance. Une pub qui est pas visible ne peut pas être cliquée, et ainsi de suite.
Deuxièmement, la responsabilité. Il y a de plus en plus d'annonceurs qui se préoccupent de leur responsabilité sociétale. On parle de publicité responsable, on parle de fake news, on parle de racisme, on parle de terrorisme. Et de plus en plus d'annonceurs ont pris conscience, ont décidé de prendre à bras le corps leur responsabilité d'annonceur vis-à-vis de la société. Et soit pour éviter d'apparaître en face que leur pub n'apparaisse en face de contextes problématiques tels que ce que je viens d'évoquer, ou pour éviter qu'il y ait la même chose, le pendant économique, de financer finalement par leurs investissements publicitaires des contenus problématiques, qui revient finalement à être un petit peu coupable que ces phénomènes et ces contenus continuent de proliférer. Donc cette notion de responsabilité. Et enfin la sécurité. Troisième volet, très important, historiquement la brand safety, donc la sécurité de la marque, la réputation des annonceurs, qui dépensent beaucoup d'argent à développer, à entretenir, qui est tellement clé dans leur business, dans le développement de leur chiffre d'affaires. Et cette réputation peut être ruinée en quelques minutes, ou en tout cas sérieusement impactée, quand on passe en phase de contenu, par exemple fake news, par exemple terrorisme, violent, nudité, sexe, et voilà, et vous déclinez. Donc il y a tout un tas d'environnements dans lesquels les annonceurs ne souhaitent absolument pas apparaître, parce que ça endommage leur marque, qui est leur bien le plus précieux dans ce qu'ils font avec les consommateurs. Merci Yann pour ces explications. J'allais dire, j'ai trouvé un acronyme pour résumer un peu ce que tu viens de dire. C'est CRS. C comme contexte, R comme responsabilité et S comme sécurité. Contexte de diffusion, responsabilité sociétale et sécurité de la marque. Et on va dire que c'est un peu à travers cet acronyme qui est le mien et qui j'en suis le responsable. CRS en ce moment. Non mais voilà, c'est le mien pour me permettre de comprendre que le contexte, la responsabilité et la sécurité en tous les cas de la marque sont vraiment c'est primordial pour comprendre cet enjeu autour de la qualité média. Ce n'est pas ton acronyme, c'est le mien et je le garde pour moi. Merci en tous les cas de nous avoir clairement expliqué les enjeux autour de cette qualité média. De ton point de vue, Stéphane, puisque tu représentes un éditeur Condé Nast, en quoi c'est important pour toi en tant que média, cette fameuse qualité média? Explique-nous en fait l'enjeu. Bien sûr. Alors, de mon côté, ça va être un peu plus orienté éditeur, forcément. Je pense que ce qui est intéressant, c'est, pour moi, c'est un mix de deux grandes parties. La première étant un peu la perception du média par l'audience, donc l'architecture de site, le CMS, pour entrer un petit peu plus dans le détail, la ligne édito, forcément. Tout ça, ça sera plus apprécié de mon côté par l'audience. Et il y a un dernier volet dans cette partie qui est évidemment la structure du site, l'architecture, et enfin l'encombrement publicitaire. Et je pense que pour moi, c'est un bon lien sur la deuxième partie qui est très liée à ce que disait Yann à l'instant. Pour moi, c'est tous les KPI qui rassurent les annonceurs ou qui sont observés par les annonceurs dans leur méthode d'achat. Donc on va voir évidemment la fraude, l'encombrement publicitaire comme on l'a dit tout à l'heure, la brand safety ou suitability, la durée d'exposition et puis la visibilité des formats. Donc je pense que pour moi la qualité média, en tant qu'éditeur, c'est un mix de cet ensemble et c'est forcément important pour nous en tant qu'éditeur parce que c'est important pour nos annonceurs. Et la façon dont on se positionne, c'est qu'on est on essaie d'être le plus partenaire possible de nos annonceurs, donc de leur fournir un cadre média le plus affinitaire et le plus safe, le plus secure pour leur campagne. Donc, pour nous, c'est très important, surtout en étant chez Condé Nast, qui est quand même un groupe très positionné luxe. On considère très souvent nos sites comme des écrins publicitaires, mais aussi rédactionnels. Et c'est pour nous très important d'avoir des acteurs comme IAS qui nous permettent justement d'assurer de façon pérenne cette sécurité fournie à nos annonceurs. Sécurité au service de la performance. Tout à fait, ouais. C'est le but. Merci beaucoup Stéphane. De ton côté Hervé, justement, on va dire que tu es un peu le juge de paix un peu dans tout ça, puisque ta stratégie d'achat média va dépendre aussi de plus en plus de cette qualité média et j'allais dire de cette courbe d'apprentissage qu'un acteur comme IAS peut te fournir par rapport à la qualité des différents médias dans lesquels tu investis. Donc, en quoi est-ce important pour toi? Quel est l'enjeu en tant qu'annonceur? L'enjeu en tant qu'annonceur, pour nous, c'est de respecter les publics qu'on vise déjà. Si on expose une publicité
et je rentrerai un petit peu plus dans le contenu tout à l'heure, mais si on expose une publicité dans un bon environnement, dont le contenu est travaillé, qui n'est pas un sapin de Noël en termes d'affichage, Publicitaire, ça aussi, un affichage publicitaire type sapin de Noël, ça a une conséquence absolument directe, c'est la tension qu'on va créer pour la cible qu'on essaye de toucher. Et qu'on essaye de toucher avec respect aussi. Ça c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais nous, on doit absolument respecter nos consommateurs et nos futurs consommateurs. On parle toujours, nous partons de ce constat-là. Et une publicité qui est bien vue, dans un bon environnement qui est safe, dans un contenu qui est intéressant, elle a plus de chances d'attirer, d'imprimer la mémoire rétinienne de nos consommateurs et d'engendrer un souvenir publicitaire qui nous sera positif. Si on n'a pas ce cocktail, j'ai envie de dire, magique, c'est pas la peine de faire de la pub. Voilà. Donc, cette qualité, c'est à la fois dans l'univers, mais aussi une qualité, c'est là où je veux revenir sur le contenu, c'est qu'on a aussi une responsabilité sur le contenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les pubs ne soient pas des machins qui clignotent, il faut qu'elles soient belles, qu'elles soient efficaces, qu'elles attirent, et qu'elles respectent encore une fois le contrat de lecture morale que nous avons avec nos éditeurs, aussi, de pas les inonder de publicités inappropriées aussi, parce que c'est tellement simple de faire mal, alors que c'est très compliqué de faire très bien, finalement. Donc, la qualité, c'est l'univers dans lequel on est, et c'est aussi la qualité du contenu qu'on propose. Donc, c'est ce diptyque-là que nous, on essaie de mettre en œuvre auprès de nos consommateurs. Merci Hervé pour ces précisions. Tu parlais de respect du public. Et justement, moi j'ai l'impression que en fait, le programmatique, puisque c'est quand même aussi notre sujet aujourd'hui, on a exposé ce qu'était la qualité média. Et la qualité média dans le programmatique, à un moment, il y avait une sorte de dichotomie entre ces deux univers. Mais c'est au début, lorsque le programmatique était né, on a dit c'est de l'achat d'audience. Et qu'à la limite même, on faisait fi de tout ce qu'il y avait en termes d'environnement et de contexte de diffusion. Ce qui comptait, c'était la performance. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction de cette émission, on va dire qu'il y a une maturité du public, mais surtout une maturité du marché publicitaire, que ce soit les acteurs techno, les éditeurs et surtout les annonceurs. Donc, cette question qui se pose par rapport entre qualité média et programmatique, on en arrive à ma deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a toujours ce choix à faire entre, est-ce qu'on est obligé de choisir entre qualité média et programmatique? Est-ce que les deux pourraient vivre ensemble? Alors, de ce que tu constates. Effectivement, c'est intéressant de revenir un peu aux origines du programmatique et de qu'est-ce qui a fait la force du programmatique au début. Et en fait, le programmatique, ça a fait plein de choses, ça a plein de bénéfices, dont l'accès à beaucoup plus d'inventaire que précédemment. C'est-à-dire que quand on achète en direct, on travaille avec quelques centaines d'éditeurs et quelques dizaines de régies au maximum. Avec le programmatique, tout d'un coup, c'est ouvert un champ de possibles beaucoup plus large. Et ce que permet aussi le programmatique, c'est la sélectivité, puisqu'on est capable d'acheter impression par impression sur des critères qui peuvent être d'audience, de contexte ou d'autres choses. Et Hervé probablement parlera aussi de données third party, first party, mais on est capable d'être sélectif. Et quand on dit qu'on veut être sélectif, il faut du coup de la volumétrie. Et tu as raison quand tu dis que la phase 1 du programmatique, il y a plusieurs phases peut-être, mais la grande phase jusqu'à récemment, ça a été l'audience. Et il y a eu, c'est la personne. C'est ce qui compte, c'est la bonne personne au bon moment. On ne se préoccupe pas du contexte, on ne se préoccupe pas de la qualité d'exposition. Ça, évidemment, c'était une erreur fondamentale. Si la pub n'est pas vue, on s'en fout d'être sur la bonne personne, elle ne voit pas la pub, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Donc évidemment, avec un peu de bon sens, ça n'a aucun sens. Et en fait, comme nous l'ont dit d'ailleurs certains annonceurs, ils ont dit, mais en fait, la qualité média, c'est le socle. Le reste ne sert à rien si la qualité média n'est pas là. Je prends un exemple basiquissime, si la pub n'est pas vue, on a beau avoir de l'intelligence artificielle, de l'optimisation algorithmique et du ciblage sur des profils sociodémographiques extrapolés à partir de ma DMP, si la pub n'est pas vue, tout ça tombe à la poubelle. En fait. Donc c'est vraiment le socle, et c'est un terme qu'un annonceur très très tôt chez IS nous a exprimé et que je trouve très juste, c'est vraiment le socle. La qualité média, c'est le socle. Donc, oui, en programmatique, il y a un défi, parce que si on part sur cette volumétrie pour avoir du volume et de la sélectivité, eh ben, si on ne fait pas gaffe à cette qualité média, assez vite, on peut se retrouver naturellement par la nature des inventaires auxquels on accède tout d'un coup sur des choses qui sont d'une qualité en moyenne inférieure.
Donc, si on fait rien, oui, la qualité se dégrade, mais à l'inverse, il y a des outils propres au programmatique qui sont extrêmement puissants pour non seulement redresser, corriger, mais voire aller beaucoup plus loin. Et donc, on en reviendra un petit peu en détail, j'imagine, après, mais il y a notamment des outils Prebid qui permettent d'aller beaucoup plus finement et de contrôler beaucoup mieux qu'on le fait en achat direct ce sur quoi on va enchérir et donc ce sur ce qu'on va finir par délivrer sur des dimensions sémantiques, précision, impression par impression, en temps réel. Et donc, il y a des outils très puissants. Mais il faut effectivement les utiliser, sinon, effectivement, on va retrouver, on s'expose à un problème de qualité média, ça c'est sûr. Merci Yann. Donc à l'instant, Stéphane Yann nous parlait de l'opportunité que représentait le programmatique pour être sélectif, dans un premier temps sélectif sur les audiences, mais aujourd'hui il faut être sélectif également sur la qualité média que nous offre également potentiellement le programmatique. De ton point de vue d'éditeur, ce choix entre qualité média et programmatique, comment tu le gères ? Alors justement c'est intéressant parce qu'en tant qu'éditeur on passe de l'autre côté et le programmatique nous permet de fournir le même inventaire qu'on fournit en direct sur différents socles d'achat auprès de nos annonceurs et de nos agences. Donc pour moi, vraiment en tant qu'éditeur, je ne pense pas que le programmatique induit un choix de qualité média. Les inventaires qu'on met à disposition en direct sont également disponibles en programmatique. Donc je vais être très clivant sur cette réponse, mais bon, pour moi c'est assez direct et c'est mon point de vue. Et justement, je tiens à souligner ce que disait Yann, c'est que le programmatique offre tout un panel d'outils aux acheteurs pour cadrer la qualité des médias qu'ils achètent. Donc il y a des solutions qui se font en Prebid.js, évidemment, qu'on essaye d'intégrer de notre côté pour donner un point de vue très, très direct avec IAS. Je pense à Publisher Optimization, votre produit, qu'on attend avec impatience. Donc tous ces outils en fait permettent de granuler un peu plus l'inventaire et surtout de l'étudier de façon beaucoup plus sécure et donc du coup forcément de fournir une qualité média beaucoup plus importante. Donc pour moi le programmatique n'est pas différenciant, ne se dissocie pas de la qualité média. Merci Stéphane. Alors justement Hervé, ce qui est très intéressant, c'est que d'un côté on a eu Yann qui nous parlait de cette opportunité de sélectivité dans un premier temps d'audience et aujourd'hui de sélectivité d'un point de vue de la qualité média. On a le point de vue de Stéphane qui nous dit qu'en fait le programmatique c'est juste un moyen de transactionnel d'achat publicitaire et qu'additionner avec un certain nombre d'outils, notamment ceux d'IAS, pour pouvoir faire les bons choix en termes de qualité média. En fait, il n'y a plus d'excuses, on va dire aujourd'hui, pour ne pas faire de qualité média en programmatique. De ton point de vue d'annonceur, qui est au bout de la chaîne, quand même, c'est intéressant d'avoir ton avis, est-ce qu'on est toujours obligé de choisir entre qualité média ou programmatique, ou est-ce que en fait, le problème est quasiment résolu ? Je dirais que la qualité en programmatique, c'est pas automatique. C'est un peu comme les antibiotiques, malheureusement, ça se décide. Ça se décide parce qu'on a beau raffiner de mieux en mieux, il faut aussi qu'on fasse des choix. Et ces choix, par exemple, quand nous, on s'est penché sur une stratégie programmatique de qualité, on a décidé de consacrer, dès 2020, 70% de nos inventaires programmatiques à des labellisés Digital Ad Trust, à des sites labellisés Digital Ad Trust. C'est quoi Digital Ad Trust ? Comme je suis un retailer, je veux dire que c'est l'AOC de la qualité du digital. C'est la même chose. C'est une norme de qualité qui a été inventée par un certain nombre d'éditeurs français sur toutes les variables que tu évoquais, Yann, tout à l'heure, c'est-à-dire visibilité, temps d'exposition, l'UX, voilà, et qui permet de faire du programmatique de qualité, j'ai envie de dire, nativement. Donc, voilà ce qu'on a mis en place. Et donc, 70%, c'est quand même pas rien, parce que on peut se dire, bah oui, mais alors finalement, tu vas toucher moins de gens, tu vas être moins efficace, tu vas pas toucher la longue tail qui te permet de faire baisser tes coûts. Mais faire baisser mes coûts, si finalement j'arrive pas à bien toucher mes consommateurs et que ça ne transforme pas derrière, parce que c'est pas le fait que d'exposer qui nous intéresse. Pour nous, c'est le fait de transformer en achat. Mais la finalité, c'est pas l'exposition. Enfin, c'est dans le processus, c'est important. Mais ce qui nous importe quand même, c'est que les gens
les individus que nous allons, avec beaucoup de respect, toucher, ils vont finir par acheter nos produits. Voilà. Et pour ça, on a mis en place au moins cette restriction, c'est une stratégie de qualité au sein du programmatique. Et cette norme, on l'a encore poussée en 2021. Voilà. Et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on attend pour 2022 ? Je fais un petit teasing, hein, mais on fait aussi d'autres choses. Et on pousse encore le curseur plus loin. C'est-à-dire que c'est jamais fini, en fait, la qualité. Puis il ne faut pas qu'on se repose. Et puis, globalement, il y a des outils qui nous permettent d'être de plus en plus fins en pré-bid, c'est-à-dire en filtrage avant même l'exposition. J'essaye de dire ça avec des mots d'annonceurs parce que peut-être que certains d'entre nous qui nous regardent, ils n'ont pas tout le vocabulaire, mais le fait de filtrer au départ, c'est déjà quand même pas mal. Déjà, on évite un certain nombre d'écueils. Voilà. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est de ne jamais nous retrouver sur des univers qui ne sont pas appropriés. Ça flingue notre marque en 2 minutes, alors qu'on a construit pendant un certain nombre d'années une image de marque pérenne, sustainable, RSE, on appelle durable. Comme on veut, durable. Voilà. Durable, c'est bien. Durable, c'est pas mal en français. Et on l'a construit depuis un certain nombre d'années, et bim, en 2 minutes 30, si on se retrouve à financer, à être sur des sites complotistes quand on leur coupe la tête, il y en a 3 qui repoussent, c'est comme l'hydre de Lerne, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on se retrouve à faire quoi ? Rien. Donc, notre obsession, c'est la qualité en programmatique, parce qu'en plus, on a 90% chez nous de notre achat qui est en programmatique, parce que ça nous permet de cerner le capping, c'est-à-dire le nombre de fréquences qu'on a des expositions de nos bannières sur nos consommateurs, quel que soit le device. Et c'est important aussi qu'on les abreuve pas trop. C'est pour ça qu'on essaye d'être dans un équilibre très, très, très subtil. Justement, puisque tu parles de subtilité, moi, ce que je retiens dans ce que tu nous as exposé, c'est le début de ton intervention où tu dis la qualité média, ça se décide, il faut faire des choix. Ce qui demande donc quand même un certain effort intellectuel, mais aussi un certain effort opérationnel. Enfin, suivi. Et financier. Je n'en doute pas. Et financier également. On va dire, ok, choisis son triptyque. Plutôt que Oui. T'aimes bien les triptyques ? J'adore. Donc, il faut faire un effort intellectuel, un effort financier et un effort opérationnel. Mais concrètement, d'où cette 3e question, comment on fait pour optimiser sa qualité média en programmatique? C'est quoi les retours d'expérience, les conseils que vous pouvez nous faire d'un point de vue techno, d'un point de vue éditeur et d'un point de vue annonceur? On va commencer par toi, Yann, du point de vue technologique. Alors, le premier conseil que je ferais, assez simple, c'est de mesurer. On ne maîtrise pas ce qu'on ne mesure pas. On ne peut rien faire sans mesurer. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas prendre de décision. Donc la première base, la première étape absolue, c'est de mesurer, donc de déployer une solution de mesure sur la totalité de ses campagnes, sur la totalité de son activité. On a par exemple des gens qui disent sur la perf, c'est pas très utile, et après ils se retrouvent attrapés avec des pubs qui passent sur des sites complotistes et ils disent oups, oui. Oui, mais non. Voilà, donc non. Oui, mais non. Donc, mesurer. Ça, c'est la base, parce que comme ça, on sait ce qui se passe. Tout à l'heure, tu parlais de la bougie dans le noir. Voilà, on sait. Alors, tout n'est pas mesurable. Il y a des environnements où c'est compliqué. Il n'y a pas tous les indicateurs dans tous les environnements. C'est très fluide. Mais ça avance. Vaut mieux avoir la vision sur 80% de ce qui se passe plutôt que sur 0%. On est dans une logique d'amélioration permanente. Donc, premier truc, première socle, c'est cette notion de mesure la plus exhaustive possible. Et ensuite, et là, ça va être plutôt sur le contexte, entre autres, c'est de définir ces environnements. Hervé disait à l'instant, c'est très important de ne pas diffuser dans des environnements qu'on sait être néfastes à la marque et à la réputation, avec cet effet où on travaille tous les jours et de manière très chère et en y passant beaucoup de temps à créer une marque laborieusement, pardon l'expression, et tout d'un coup il arrive un truc et on retombe, et c'est Sisyphe et on remonte le caillou. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe chez les annonceurs. Donc éviter ces moments le plus possible, sans qu'il y ait de risque zéro d'ailleurs, mais minimiser ce risque, c'est très important. Donc là, on va parler finalement de filtres, le mot c'est bien, filtre c'est très bien, c'est pas toujours en pré-bid d'ailleurs, mais c'est les filtres prédictifs. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils sont à l'impression,
Donc on a cette sélectivité ultra fine. Qu'est-ce qu'on vient d'évoquer tous ensemble? On n'est pas à l'impression de dire celle-là oui, celle-là non. Parce qu'au sein d'un même site, une page peut être OK, une autre n'est pas OK. Dans les sites d'actualité, ils détestent qu'on dise ça. La réalité, c'est qu'il y a des pages, des informations, des nouvelles sur lesquelles un annonceur ne veut pas passer parce que c'est pas une nouvelle très positive, pas très rigolote. Un annonceur ne va pas vouloir passer dessus sans que ça remette en cause la qualité du contenu ni le travail éditorial. C'est pas du tout la question. C'est juste pas un environnement adapté pour une pub ou pour l'annonceur en question. Après, c'est sectoriel, des problèmes de pots d'échappement trafiqués dans l'automobile, des problèmes d'accidents d'avion dans le voyage, des problèmes de glissement de terrain dans des paradis au bout du monde pour le tourisme. On peut décliner à l'infini. Des problèmes de salmonelle dans la grande consommation, tout le monde connaît ça, des rappels de produits. Voilà. Chaque secteur a ses problématiques, des problèmes propres à la marque. Mon AG se passe pas très bien, des actionnaires militants remettent en cause le PDG. Ça fait voilà. Donc ça, c'est des nouvelles pas très positives sur lesquelles personne ne conteste que ces nouvelles sont légitimes et justifiées. Par contre, c'est pas du tout un endroit pour la marque en question d'y mettre sa pub. Donc il y a ce côté suitable, ce côté est-ce que c'est un environnement approprié pour diffuser ma marque? La réponse c'est non. Donc la deuxième étape clé, c'est de définir ces environnements adaptés, donc définir un cadre de diffusion, comme on dirait, dans lequel en disant ça oui, ça non, et avec des raisons très rationnelles. Et troisième étape, c'est de pousser ça sous forme de filtre adapté au programmatique, donc impression par impression, prédictif pour pouvoir décider en temps réel. Si on constate et qu'on essaie de bloquer après, c'est trop tard, donc il faut être en prédictif. Donc les technos derrière, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on est dans l'algorithmie, on est dans la data science, on a des choses très puissantes et très sophistiquées qui permettent en temps réel de dire sur cette impression, non, sur celle-là, oui, sur celle-là, non, directement dans les systèmes d'achat ou dans les systèmes de diffusion. Tout à l'heure, Stéphane parlait, on ne va pas rentrer dans le détail du produit S, mais un produit qui permet de mettre à disposition cette donnée prédictive propre à chaque annonceur directement dans la serveur de la régie. Donc la régie peut diffuser, si elle le souhaite, à l'aide de ce composant-là, uniquement sur des impressions qui vont être conformes par rapport à l'annonceur en question. Donc customiser son univers de diffusion et le mettre à disposition, qu'on fasse des achats dans un DSP avec un trading desk, son agence ou son trading desk, ou des trading desks, qu'on travaille avec des SSP, on va pouvoir retrouver ces données également de l'SSP si on le souhaite. Et troisièmement, directement dans la serveur de la régie, pour celles qui sont équipées, vont pouvoir prendre en compte ces filtres prédictifs, temps réel, à l'impression, pour éviter de bloquer. Juste pour citer, peut-être pour terminer, oui. À l'inverse, il faut absolument arrêter d'utiliser des mots-clés et des listes d'URL, de domaines. Filtrer sur un domaine, ça n'a pas de sens dans une logique de protection. Dans un même site, le site peut être OK, il y a des pages qui ne le sont pas. Inversement, dans un site qui globalement est mauvais, il y a des pages qui peuvent être correctes à 95%. Après, il peut y avoir des exceptions. Sur les mots-clés, c'est encore pire. Les technologies mots-clés qui sont beaucoup utilisées dans les DSP, par exemple, quand on veut éviter les filtres pré-bid, le mot-clé va extraire un mot, dire ce mot, je le vois 5 fois dans la page, donc je vais considérer que ça parle de ça. Donc c'est extrêmement rustique comme méthodologie, ça ne parle que de la thématique. Ça, c'est quelque chose qui est en train de muter et on passe au filtre pré-bid. Merci Yann d'avoir été très précis. Il va falloir qu'on avance très vite parce que j'ai même pas vu le temps passer tellement c'est passionnant ce dont on parle et je le dis pas avec flagornerie parce que c'est un sujet vraiment clé pour le marché. Mais il faut qu'on réponde un petit peu plus rapidement. Est-ce que de ton point de vue, Stéphane, tu peux nous expliquer comment concrètement tu fais pour optimiser la qualité média? C'est quoi tes conseils que tu pourras donner aux éditeurs, voire aux annonceurs? Oui, tout à fait. Alors, j'essaie d'être le plus concis possible. Comme le disait Yann, il y a forcément la mesure. Je pense qu'avant la mesure, il y a forcément un travail de pair avec la ligne édito, les rédacs. Pour moi, c'est assez important. C'est ce qu'on fait assez souvent chez Condé Nast, ça nous arrive, de travailler avec les rédacs, que ce soit sur les sujets écrits ou sur l'équipe vidéo. Donc, pour moi, ça, c'est assez important. Donc, ensuite, il y a la mesure. C'est exactement ce qu'on a fait, nous, chez Condé Nast sur les 2 dernières années, la dernière année. Donc, on a mesuré, de pair avec notre migration de CMS, on a mesuré tous nos emplacements en utilisant IAS pour voir ce qu'il en était en termes de visibilité et comment, du coup, améliorer ceux qui sont améliorés et pousser ceux qui sont remontés en tant que très bons, en tant que très visibles. Donc ça, c'est une partie assez intéressante. Et ensuite, pour rentrer, je pense, un peu plus dans l'opérationnel, je parlais de cette migration de CMS. Pour nous, ça a été assez important parce que ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur, de fait la qualité média, de diminuer l'encombrement publicitaire et de permettre d'avoir une UX beaucoup plus intéressante. Donc CMS, c'est Content Management System. Exactement, ouais. Et UX, c'est expérience utilisateur, User Exactement. Experience. Je le dis pour nos étudiants qui nous regardent. Ok, ça marche. Donc voilà, il y a ces points-là qui sont importants. Pour moi, il y a aussi le fait d'optimiser les placements publicitaires qu'on a déjà sur site. Et pour vous donner un exemple très clair,
Sur le mobile, nous, on a à peu près 80% de notre trafic qui est mobile chez Condé Nast. Notre player vidéo, on l'a rendu sticky en décembre. On est passé à une visibilité d'environ 60-65% à 80-85% en janvier sur notre player vidéo. Donc, je pense qu'il y a certaines façons, en modifiant l'architecture et l'intégration des ad placements sur le site, d'améliorer la visibilité. Merci, merci Stéphane pour ces exemples tout aussi concrets que ceux de Yann, que Yann nous a exposés tout à l'heure. Concrètement, pour toi, en tant qu'annonceur Hervé, comment tu fais pour inciter, on va dire, à optimiser la qualité média en programmatique? Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux annonceurs ou tes retours d'expérience de la part d'acteurs avec lesquels tu travailles, comme IAS, comme Condé Nast ou d'autres? Comme je vous expliquais, en 2020-2021, on a décidé de consacrer 70% de nos inventaires programmatiques à des éditeurs labellisés Digital Ad Trust. Tout à fait. Ce chiffre, on l'a poussé de 2020 à 2021. On a augmenté le curseur. Puis après, on s'est dit, c'est super, mais ça, c'est ce qu'on appelle quelque part des... Enfin, et sur ce qu'on ne voulait pas, on mettait des blacklists, des exclusions, des listes d'exclusions. Puis on s'est dit, mais c'est super, sauf que, encore une fois, un site complotiste qui se fait, ils s'en créent 10 à côté. Du coup, on s'est dit, bon, on va pousser le bouchon encore plus loin. Désolé, mais c'est vraiment ce qu'on a vécu. Et on a décidé, en 2022, de travailler sur 800 sites fermés. 800 sites fermés, 1237 domaines, parce qu'on a regardé aussi, comme tu disais Yann tout à l'heure, qu'un domaine rattaché à un site pouvait être positif ou négatif, mais voilà, donc de ces 800 sites, on a trouvé 1237 domaines, puis on se dit, si jamais c'est pas assez, on pourra faire intégrer cela à notre achat programmatique, en tout cas intégrer d'autres sites naissants. C'est les 30% de chance restants. Voilà, c'est les 30% de chance restants. Mais là, si on a 100% des sites qu'on a sériés, on est sûr qu'il y aura 0 débordement. D'accord. Et puis, on a créé aussi, donc au début, une PMP. Ensuite, on a fait des curated deals. Place de marché privé. Place de marché privé. On a fait des curated deals, puis on a ouvert, maintenant on fait du programmatique garanti. Donc on passe, vraiment c'est ceinture bretelle, c'est-à-dire que 800 sites et programmatique garanti. Donc là, on est quasi sûr qu'on n'aura pas d'embrouille, pour le dire de manière tout à fait décente. Voilà. Et bien ça, évidemment, on injecte à l'intérieur notre data first, parce qu'on réadresse cette data first, parce qu'on a une DMP en plus, on a la chance, on est bien loti chez Intermarché. On a aussi créé de la data second avec certains éditeurs, et on sait aujourd'hui que cette data first et cette data second, quand on la réadresse à l'intérieur de cet univers, elle est très profitable, puisqu'on sait mesurer son efficacité en termes d'actes d'achat sur notre site Drive. Et je vous assure que de temps en temps, on se pose la question, mais oui, tout ça, ça coûte un peu cher, parce que limiter, c'est pas les mêmes CPM, c'est pas les mêmes coûts pour 1000 d'achat que si on faisait de la long tail, en faisant de l'optimisation à outrance. Et en fait, si on met un peu plus cher au départ, on sait qu'on va avoir ensuite une transformation qui est bonne et qu'on mesure. Là aussi... C'est une sorte d'investissement pour l'avenir. Exactement, et comme j'ai l'habitude de ne pas payer pour voir, là, on a fait et on a vu que ça paye. Très bien, merci beaucoup Hervé. À l'instant, tu évoquais le fait que chaque année, tu poussais un petit peu plus le curseur et on va en arriver à notre dernière question. Et là, vraiment, on est très en retard. Il faut qu'on avance assez vite. Je vous demande d'être très succinct dans vos réponses dans cette dernière question, en fait, qui est en réalité l'avant-dernière question, puisque j'ai un petit jeu après qui vous attend. Nous, on est joueurs. Justement, Hervé parlait de fait de pousser un petit peu plus le curseur en termes d'exigence et puis aussi d'attente par rapport à la qualité média. La dernière question, c'est quoi vos priorités pour cette année 2022 en matière de qualité média, les projets que vous avez en attente et puis peut-être aussi des tendances marché à surveiller. De ton point de vue, Yann, très succinctement. Je vais essayer d'être très succinct, ce qui n'est pas toujours facile. 2 choses. Un, rendre le contexte visible a posteriori. Concrètement, je fais une campagne, j'implémente IAS sur ma campagne et je vois a posteriori sur quoi j'ai diffusé en termes de contexte.
Pourquoi c'est utile ça pour les acheteurs? C'est parce que quand je suis acheteur programmatique, du coup, ça me donne des idées, surtout si je corrèle avec la performance, le ROI de la campagne. Je suis capable d'aller trouver a posteriori, sans avoir ciblé en amont, quels sont les contextes à aller chercher pour gérer de la performance. Donc ça a apporté plus d'insight sur quel contexte ont marché et donc qu'est-ce que je vais chercher en programmatique, en pré-bid, pour quel segment pré-bid je vais activer parce qu'il y en a des centaines. Donc lesquels je choisis pour limiter la période d'essai, les tests, le test and learn. Donc là, on est sur le point de rendre ça disponible pour nos clients. Le deuxième, c'est une maîtrise toujours plus grande des contextes vidéo. Le format vidéo en pleine explosion, on a vu l'étude des séries. Les contextes vidéo également, de plus en plus, les contenus web consommés sont de la vidéo. On peut citer TikTok, mais la télé digitalisée, la catch-up, la connected TV, la télé connectée, pardon. Tout ça est en train de muter assez rapidement vers ça. La pub va vers ça, la consommation média. Donc il y a un besoin pour des technologies comme les nôtres au service de nos clients d'avoir une toujours plus grande maîtrise de ces environnements vidéo. On a fait une acquisition il n'y a pas. Donc on avait lancé par exemple à l'automne, juste pour illustrer la mesure du contexte dans TikTok. Donc on regarde à l'intérieur des vidéos, on analyse l'image, on analyse le son, on analyse le contexte. On est capable de lire des textes dans l'image pour déterminer le niveau de risque de la pub du contenu qui est avant et du contenu vidéo qui est après la pub. On est sur le point de faire la même chose pour l'InFeed de Facebook, qui va être le grand sujet de cette année, la mesure du contexte dans l'InFeed de Facebook, et la Connected TV évidemment. On a fait une acquisition récemment avec We Are Context, qui est un spécialiste de ça aussi, qui va continuer de nous permettre d'accélérer dans l'analyse très très profonde de ces contenus vidéo. On parle bien du contenu de la vidéo. Merci Yann. Le mot contexte, quels que soient les formats et quels que soient les usages, c'est vraiment une tendance à regarder de très 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 près. Absolument. Merci Yann. De ton côté, Stéphane, les projets pour cette année en matière de qualité média, parce que tu es attendu au tournant par notamment notre interlocuteur qui va suivre, l'annonceur. De ton côté, quels sont les projets pour rassurer en termes de qualité média? Bien sûr. Alors, je pense que le premier point, ça va être l'intégration des différentes solutions de mesure sur nos formats vidéo. Pour moi, c'est quasiment le plus important. Et puis ensuite, sur la possibilité d'optimiser justement en fonction des différentes campagnes, les placements choisis, les ad placements choisis. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. On parlait du contexte tout à l'heure. On développe un outil sémantique en interne de notre côté. Donc ça va être aussi une grosse tendance chez Condé Nast. Ça va être la capacité de fournir un outil qui va pouvoir cibler de façon sémantique très précise les différents contenus sur nos sites. Il y a un exemple très concret, c'est l'utilisation, si on utilise encore des blocklists, et qu'on utilise le mot coût, que le mot coût est exclu. On a souvent un coup de cœur, on a plein de choses comme ça sur nos différents contenus. Donc, je pense que c'est un peu paradoxal de continuer à utiliser justement les mots-clés. Donc c'est pour ça qu'on développe la partie sémantique. Et le dernier point, c'est l'enrichissement de notre first party. Nous aussi, on est une DMP chez Condé Nast, pas trop mal loti. Et on va pouvoir, avec les différents formats qu'on a intégrés très récemment, donc je salue Biop, enrichir notre first party, nos segments, pouvoir créer des segments ad hoc pour nos différents annonceurs, être capable de leur fournir vraiment une data très granulaire au-delà de ce qu'on a déjà construit sur nos différents utilisateurs, sur nos différentes audiences, avec de la donnée de navigation, du CRM, etc., etc. Là, on va pouvoir rentrer avec un format conversationnel beaucoup plus dans une granularité et une création de segments d'audience très affinitaires avec les différentes marques. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous. Voilà. Merci Stéphane. Non, mais c'est important d'être précis puisque, comme je l'ai dit, on l'a dit tous, la qualité média est devenue un KPI clé, autant pour le respect des utilisateurs, des consommateurs, que pour la performance des campagnes marketing et l'efficacité éditoriale aussi d'une certaine manière. Mot de la fin pour toi, Hervé, très succinct sur tes priorités cette année en matière de qualité média. Ma priorité, c'est encore une fois de pousser le bouchon un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est d'avoir une norme vraiment custom, une norme qui est faite pour nous, qu'on met en place, sur visibilité nombre de secondes, parce que c'est vrai que faut quand même se le dire, les normes de visibilité 1 seconde 50% ou 2 secondes 50%, c'est quand même, ça pèse pas lourd, hein. Alors c'est des normes, c'est très bien, mais enfin si on se penche 2 secondes, ça pèse pas très lourd. Donc nous on a essayé de pousser le bouchon là-dessus parce qu'on sait qu'il y a, en termes de souvenirs publicitaires, il y a des pas qui sont faits, hein.
il y a des décrochages si on pousse plus loin, on sait qu'on va vraiment dans cette direction de souvenirs publicitaires. Et puis, c'est la mesure de l'efficience data, absolument. Enfin, programmatique, c'est un moyen d'acheter. Encore une fois, il faut que j'achète bien, avec la bonne norme, c'est sûr. Enfin, est-ce que j'achète le bon environnement ? D'ailleurs, en termes d'intelligence et de capacité à mettre un mot dans un contexte, le mot guerre cité 15 fois sur Le Monde, ça n'a pas la même valeur que le mot guerre cité sur un site complotiste. C'est pas la même chose, ou sur un site de Daesh. Donc l'intelligence artificielle va nous aider à bien serrer cela. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui donne du corps à tous les nouveaux outils qui apparaissent. Et puis, j'ai envie de dire que visibilité custom, efficience data, ça doit vraiment nous guider dans tous nos choix. Ça doit vraiment nous guider dans tous nos choix. On peut pas faire l'impasse de ça. Voilà. Comme on ne peut pas faire l'impasse sur la qualité média, c'est en tous les cas ce qu'on a voulu démontrer aujourd'hui. Et on va continuer à répondre, mais là, cette fois-ci, mais c'est vraiment succinct, puisque là, c'est pas moi qui parle, c'est le gong, puisqu'on en est à notre question 100% média. Bonjour Michel, bonjour à tous. Michel, comme tu as des invités, on va dire de pôles différents, d'un côté IS, opérateur de la qualité média, et de l'autre un annonceur et un publisher, ça va être compliqué de poser la même question à tous. Donc je poserai 2 questions si tu me le permets. La première pour IAS, c'est au niveau du programmatique, quels sont les principaux enjeux de format ? Donc je m'explique. Est-ce que la qualité média est plus impactée en programmatique qu'ailleurs sur le desktop, la vidéo, les mobiles, enfin tous les formats et tous les supports qui sont étudiés? Est-ce que ça change dans le programmatique par rapport au standard? Et puis pour la partie éditeur et annonceur, tout simplement, sur quoi vous serez le plus vigilant en termes de qualité média en 2022 et pourquoi pas en 2023? Merci. Eh bien, c'est à toi, mon cher Yann. Tu as 60 secondes pour répondre à cette question autour des enjeux de format et qualité média. Top chrono. En fait, le programmatique, et on l'a vu lors de cette discussion, c'est assez clair, que ce soit avec... c'est très clair. En fait, le programmatique, c'est la totalité du digital quasiment aujourd'hui. On peut plus isoler le programmatique des achats directs. C'est, comme disait Hervé, c'est un accès à l'inventaire, c'est un mode d'achat, c'est une tuyauterie. Ça, c'est moi qui le dis, mais c'est une tuyauterie d'accès aux inventaires. Donc, on ne peut pas parler du programmatique comme d'une entité. Donc, pour répondre, la vérité, c'est que ça dépend de ce qu'on fait, ce qu'on y cherche. Il y a une multitude d'outils au sein du programmatique, quand on fait du programmatique, pour sélectionner ce qu'on achète, et c'est ça qui va faire les résultats. Donc il n'y a pas de force ou faiblesse intrinsèque par format, par environnement propre au programmatique. Ça va vraiment être spécifique, aux stratégies d'achat et aux outils qu'on... Je réponds pas vraiment, mais c'est juste pour répondre qu'on peut pas répondre. Il n'y a pas d'entité programmatique qu'on pourrait qualifier en disant c'est toujours mieux ou c'est toujours moins bien. C'est pas aussi simple. Il faut rentrer dans le détail des outils qu'on utilise. Merci Yann de préciser que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a une complexité de marché qui fait aussi qu'il y a une complexité de qui? Ce n'est pas un lapsus. Une complexité pour que la qualité média soit au top, quels que soient les formes. Tout à fait. Merci Yann. Alors, en ce qui concerne la question pour toi, éditeur, c'est quoi tes attentes en 2022-2023 sur la qualité média? Top chrono. Alors, chez nous, je pense que le point principal, ça va être la partie contexte. On est déjà en train d'avancer là-dessus avec notre outil de sémantique. Je pense que le contextuel, et si on anticipe un peu 2023 et ce qui devrait se passer, va être un point très important. Donc je pense que ça, c'est la première partie. Ensuite, sur ce qu'on va continuer d'observer, de monitorer et d'optimiser chez Condé Nast, il y aura bien évidemment la visibilité de nos différents formats. On est encore en train de les améliorer au fur et à mesure des jours qui passent et des dernières migrations qu'on a eues en interne. Donc voilà, visibilité. J'ai un trou sur le dernier point. J'avais un dernier point.
J'y c'est pas reviendrai grave. peut-être, On demandera à nos gens qui regardent de regarder, parce que tu l'as certainement déjà cité Tout à fait, ouais. auparavant. Mais c'est bien, tu l'as fait en 10 secondes. Enfin, 10 secondes avant la fin. Ouais. Enfin bref, tu m'as compris. Moi aussi, je commence à fatiguer. Donc merci en tout cas, Merci, Stéphane, pour ta réponse. Est-ce que tu es prêt, Hervé? Je suis prêt. Toujours prêt. Top chrono. Attente 2022-2023 sur la qualité. Le programmatique, c'est un moyen, la qualité, c'est un prérequis. Donc, je ne peux pas vivre sans qualité. En revanche, qualité et programmatique mêlés avec comme on se l'est dit tout à l'heure, c'est une arme pour servir mon business planning. En vrai. On est passé, alors on disait que le programmatique, ça permettait de faire de l'audience planning, mais nous, on n'est plus à ça. En tout cas, chez Intermarché, on est au business planning. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est orienté business et respect de nos consommateurs pour un business responsable. Voilà. Et je crois que je ne peux pas en dire plus parce que c'est notre mindset, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et puis ça transpire tellement qu'au bout d'un moment, je ne peux pas dire plus que ça. Eh bien, c'est parfait. Non, on va pas mettre le gong en régie. En tout cas, oui, Stéphane, tu as retrouvé le dernier point. Tu reprends donc. En fait, Hervé te file les 5 secondes. Je donne mes 10 secondes. Allez, 10 secondes, allez. Non, très rapidement, c'était la brand safety. Le dernier point que je voulais aborder, parce que pour moi, c'est très important. Pour nos annonceurs, ça l'est complètement. Donc voilà, c'est tous les outils qu'on peut fournir aux annonceurs en achat média via le programmatique. La brand safety en fait partie. Avec les 2 points d'avant. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Hervé. Merci Michel. Merci aussi pour ta confiance Avec plaisir. et pour ton soutien. Merci de nous avoir également expliqué en quoi la qualité média était au service d'un nouveau concept après le planning. Voilà, Après l'audience planning. après l'audience planning, le business planning. Et ça, c'est très important, un business planning qui est aussi, avec en toile de fond, le respect des consommateurs. Et ça, c'est extrêmement important. Merci, messieurs, pour nous l'avoir fait comprendre. Merci Michel. Merci. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la qualité média en programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à IAS Integral Ad Science et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.